Est-ce que vous avez vu ce très beau jingle pour l'intro de cette dernière table ronde de cette première journée des Reno Days? Rénover, c'est aussi une question d'offre. Et pour en parler, je vais demander à nos 3 intervenants de me rejoindre sur scène. Vincent Legrand, directeur général de Dorémy, merci d'être avec nous. On peut l'applaudir, ça fait toujours plaisir. Guillaume Loiseau, directeur général du pôle résidentiel et individuel chez Elio. Bertrand Allard, venez nous rejoindre, vous êtes directeur marketing chez Point P. Donc bienvenue à tous les 4 et merci d'être là pour cette dernière table ronde. Alors vous avez vu, la demande de travaux de rénovation continue de croître, pas assez vite selon certains, mais ça augmente quand même et c'est la tendance. Alors l'enjeu majeur, c'est aussi, au-delà des budgets, au-delà des investissements publics ou privés, l'enjeu majeur, c'est aussi la coordination entre les différents gestes de travaux, qui est un vrai point crucial de ce chantier. Et c'est faire travailler ensemble tous ces corps de métier. Qu'est-ce que c'est les solutions pour faire ces travaux efficacement et les coordonner? Par exemple, vous, Vincent Legrand, avec la démarche Dorémy, vous constituez et vous aidez à former des groupements d'artisans locaux. C'est bien ça? Alors, c'est ça. Pour répondre à votre question, le besoin de coordination, il est variable en fonction des parcs bâtis. Donc ça, je voudrais juste attirer l'attention. Je ne sais pas si on aura le temps d'étendre l'analyse ensuite, mais vous êtes en grande copropriété, en grand tertiaire, vous avez des maîtres d'œuvre. Eux, ils peuvent travailler sur la coordination et ils ont souvent des grosses entreprises. Et puis, vous avez les petits bâtiments, maisons individuelles, 17 millions de maisons en France. Vous avez le petit collectif, ça équivaut à des grosses maisons. Et là, vous avez les artisans qui interviennent, principalement, 550 000 entreprises artisanales en France qui interviennent sur ces maisons-là. Et ces maisons, si vous appelez votre chauffagiste, vous avez un changement de chauffage, vous appelez votre menuisier, vous avez un changement de fenêtre, votre plaquiste, vous avez une isolation, tout l'enjeu, c'est de faire l'ensemble des travaux en même temps. Et donc, arriver à faire une rénovation performante, en particulier là sur les maisons, c'est coordonner différents corps de métier, 6 corps de métier en gros, pour arriver à ce qui se parle et à ce que la fenêtre ne soit pas, on va dire, indépendante de l'isolation des murs, que les murs ne soient pas indépendants de la toiture et que le chauffage et la ventilation ne soient pas indépendants de tout le reste. Donc c'est pour respecter ce parcours de travaux là, avec ces 6 étapes dont on a parlé plusieurs fois. Exactement. Et les groupements d'artisans, alors c'est difficile à constituer? Est-ce que ça marche bien ça? Je ne vais pas vous dire que c'est simple. On a commencé en 2012, côté Dorémy, donc en visant la maison individuelle, notamment les 8 millions de maisons d'avant 1975, qui sont les plus gros logements consommateurs en France. 8 millions de logements qui sont des passoires, en gros, bon an, mal an, construits avant 1975. Et on s'est dit, sur ces bâtiments-là, on va accompagner les artisans à se constituer en groupement et à proposer des rénovations performantes. C'était un pari. On a fait ça, en fait, sur chantier, directement sur chantier réel. Oui, sur site, comme Exactement. ça, les pieds dans le réel tout de suite. Exactement, avec des ménages qui souhaitent avoir des offres. Et donc on a accompagné avec des formateurs les groupes d'artisans qui se sont présentés au départ en disant, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir un chiffre d'affaires qui est intéressant et effectivement une rénovation performante. Avant le Covid, c'était 50 60 000. Aujourd'hui, on voit plutôt 80 000 euros, je prends des grandes masses d'investissement. Donc des choses qui sont extrêmement rares en France a priori, mais qui, et ça on y viendra peut-être un peu plus tard, qui sont finançables par d'autres moyens. Donc ça, les artisans se disent, en fait c'est intéressant techniquement, c'est intéressant parce que je travaille en groupe, donc ça donne du sens, c'est intéressant contre la précarité énergétique, pour le climat, et en termes de chiffre d'affaires, c'est intéressant aussi. Oui, donc ça peut être quelque chose qu'on étend et qui se généralise davantage. Oui. Alors, Guillaume Loiseau, vous, avec Elio, alors, vous allez nous rappeler le rôle d'Elio, parce que vous faites à la fois du conseil, vous faites des installations, vous faites des recommandations, donc ça, c'est une mission quand même assez large. Comment vous voyez votre rôle pour
mieux structurer cette filière de la rénovation énergétique? Alors, notre rôle, on le voit à peu près comme tous les acteurs qui sont ici. En fait, ces projets de rénovation énergétique, et pour le coup, je parle de projets et pas uniquement de la partie travaux, même si elle concentre toutes les énergies et parfois les problèmes, c'est de raisonner sur un accompagnement global. Un projet de travaux bien fait, c'est un projet qui amène des économies réelles sur la facture énergétique des ménages occupants, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Et donc, pour l'atteindre, il faut financer ce projet de diverses façons et diverses sources, conseiller, accompagner, parfois mettre un petit peu de science avec de l'audit, des bureaux de contrôle et évidemment un certain nombre de gestes qui doivent être maîtrisés par une ou plusieurs entreprises. Donc ça fait beaucoup d'étapes. Donc il faut être tous, je pense, assez raisonnables pour reconnaître que réussir, et pardon pour la formule si vous la trouvez simpliste, mais cet assemblage de compétences, ça ne se décrète pas sur un bouquin ou dans un texte réglementaire. En vrai, sur le terrain, comme le fait Dorémy depuis de nombreuses années, et en ayant été assez pionnier dans cette démarche, comme le fait Elio et aussi d'autres acteurs, c'est en fait une vraie expérimentation qu'on est tous en train de vivre à échelle 1 sur le territoire national en ce moment. Donc on ne le fait pas tous hyper bien, mais en tout cas on essaie de travailler point par point l'ensemble des points de douleur, des pains sur ce parcours client pour que ce soit le plus fluide possible avec une facture énergétique plus faible après travaux. Alors ce qu'il vous faut remonter en premier lieu, ce qui est le plus difficile pour eux, alors je parle des particuliers là, est-ce que c'est la compréhension des différentes primes et des aides locales en collectivité? Est-ce que c'est d'avoir un peu des infos claires sur comment est calculé leur DPE et de comprendre que ils sont mal notés, mais que pour telle raison? Qu'est-ce qui est compliqué le plus au départ? Sincèrement, c'est compliqué d'un bout à l'autre. Ça n'a pas l'air fastoche. Pardon de dire les choses telles qu'elles sont et de pas enjoliver l'histoire, mais nous, chez Elio, on a mis des équipes avec une approche process assez importante pour essayer de résoudre le problème sur un projet complet de rénovation globale. Les équipes ont trouvé qu'en fait, sur un projet complet de A à Z, comme on dit, il y avait à peu près 43 étapes, 43 occasions de se tromper, d'avoir un retard ou des retards qui s'empilent. Voilà, parce que ça démarre de l'information première, de l'audit, de la compréhension de la restitution. Donc le 43, c'est ce que vous avez recensé, oui, entre guillemets, c'est toutes les phases. Alors peut-être que certains ont réussi à le simplifier, mais en tout cas, il y a un grand nombre d'étapes à réussir. Et parfois, le franchissement d'une étape, s'il n'a pas lieu, ça conditionne le franchissement de l'étape suivante. Alors Guillaume, là, juste une question. Comme vous êtes l'ancien directeur de Batimat, est-ce que c'est fort de ce constat? Vous avez eu l'idée, parce que c'est quand même son idée, de créer cet événement Reno Days dédié que à la rénovation? Vous avez dit, il y a un truc à faire là. En quelque sorte, c'est un peu de ce constat que l'idée est partie il y a plus d'1 an maintenant. Comme tout le monde, on avait bien compris que la rénovation énergétique, l'accélération de ce marché était le seul moyen crédible à l'échelle de ne pas trop nous éloigner de la trajectoire bas carbone du pays. Donc ça, on a du boulot pour 10, 20, voire 30 ans. C'est assez certain, même si on se plaint d'un environnement réglementaire qui change, il change pour de bonnes raisons, oui, toujours dans le même sens, vers un renforcement des exigences de réduction des gaz à effet de serre. Et donc la rénovation des bâtiments, par la réduction des consommations, pour le coup, ce n'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose qui est à l'échelle et qui existe depuis bien longtemps. Donc ça, c'était une première certitude. Et en même temps, on s'est dit, effectivement, il y a plein de sujets, il y a plein de points de douleur et de difficultés. Et ça, c'est en fait, quand on est dans ce métier de l'événementiel dans lequel je ne suis plus, mais ça fait partie des ingrédients qui donnent l'idée de créer un salon sur un sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a besoin de rassembler la filière, des professionnels, pour parler de ce sujet, pour que les gens se rencontrent. Et puis c'est vrai que c'est un sujet très transverse qui touche à 10, 12, 15 et ici des nouvelles collaborations. Donc vous avez raison, l'idée est un peu venue... Vous êtes le père spirituel des Reno Days, je voulais juste le dire. Je vous remercie. Bertrand Allard. Alors Bertrand Allard, à la direction marketing de Point P, qu'est-ce que vous observez dans la structuration de cette filière de la rénovation énergétique? Comment c'est difficile de mettre en musique en fait tous ces différents acteurs et ces différents acteurs? Alors oui, ce qu'on observe, nous, ce à quoi on croit, nous, on est très proche des professionnels, donc évidemment, on les observe avec attention. On facture plus de 300 000 clients par an, donc ça nous donne une assez bonne idée de ce qui se passe. Et donc, je ne vais pas vous parler de produits, ça c'est sûr que pour nous, c'est la base. On est un distributeur, donc on a des solutions techniques à proposer. En revanche, ce qu'on s'est attaché à faire depuis une bonne dizaine d'années là, autour du marché de la rénovation énergétique, c'était justement d'accompagner ces professionnels. Et là, on a fait de très gros efforts, notamment il y a 10 ans, et je vais déjà en parler un peu de la qualification RGE. Bon, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais il y a 10 ans, on avait lancé ça massivement.
Et ce qu'on a vu sur ces 10 ans, c'est on a fait des efforts, en particulier chez Point P et sur tout le marché, mais qui ont conduit à former un peu plus de 60 000 artisans. Et alors là, en revanche, on voit que les Alors, excusez-moi, quand vous dites les former à quoi précisément? Les former pour les aider, en tout cas pour qu'ils puissent obtenir leur qualification. Donc, oui, d'accord. On a fait des gros efforts de formation. Puis ensuite, on a construit des outils avec Pia qui est ici pour qu'ils puissent s'entraîner à l'obtenir. Bref, ce qu'on voit, c'est assez basiquement le nombre d'artisans qu'on a, nous, dans nos programmes de formation et d'obtention de qualification qui baisse significativement. En fait, Là, aujourd'hui, on en a un peu moins de 2000 en train de chercher à obtenir cette qualification. Alors, le verre à moitié plein, c'est de se dire, il y en a 2000 qui sont en train de le faire. C'est pas si mal, il y en a quand même 2000, mais au final, par rapport à l'ambition nationale, c'est pas... Par rapport à une ambition de renouvellement. Et puis, sur la structuration, nous, je pense que ce qu'on cherche à faire, qui n'est pas facile, on le fait au niveau très local. Parce qu'on parlait là de groupements, et ça c'est hyper intéressant, la manière dont on peut travailler ensemble. Oui, les groupements d'artisans sur... Nous on le voit en fait historiquement, c'est ce qu'on sait faire dans les 1000 agences Point P. Là en France, on fait plein de petits mini-groupements en fait, alors auxquels nous, finalement, ce qu'on apporte, c'est juste un lieu où les gens se retrouvent en fait, pour être modeste peut-être. Mais en tout cas, c'est important. C'est comment... Ça fait comme un QG pour que les gens se retrouvent. Exactement. Et pour échanger sur ces sujets, c'est ça? Comme on sait bien faire ça dans un petit QG local, on cherche à le faire à un niveau plus national, dans ce qu'on appelle, un mot un peu à la mode certes, mais une communauté. Donc c'est pour ça qu'un salon, c'est bien. On a une communauté d'artisans, ils sont 17 000, qu'on a voulu plus fortement, je ne sais pas comment dire, mais pousser ou orienter vers la rénovation, les aider davantage à pouvoir répondre à ces marchés avec les outils dont je viens de parler, et puis notamment Caprénov, parce que je vois Florent qui est juste devant, qui est vraiment un super outil qu'on incite vraiment nos artisans à utiliser. Voilà. Est-ce qu'ils ont envie globalement d'apprendre des nouveaux gestes, ou alors est-ce que juste il y a une résistance au changement naturel parce que quand on pratique son métier au quotidien depuis 20 ans, 25 ans, il y a un biais cognitif qui fait que c'est non, moi je connais mon boulot, il n'y a pas de raison que je change. C'est hyper dur de répondre, enfin, je ne me permettrai pas. Je pense que il y a tout dans votre question. Il y a ce qu'on voit bien sûr qu'il y a des artisans qui savent très bien faire leur travail. Je pense que plutôt, parce qu'il y a peut-être un biais dans ce que je viens de dire aussi, il y a une notion de marché aidé ou pas aidé. Parce qu'en fait, il y a un peu ce truc-là derrière. Il y a la performance, ça c'est Vincent, tu venais d'en parler. Puis il y a aussi l'histoire de c'est un marché aidé sur lequel on peut obtenir des aides. Alors sur les aides, là je crois qu'on est dans des choses, on sort un peu de la trace. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, on passe sur des sujets un peu administratifs, financiers et autres. Et donc là, c'est pas facile. Donc c'est pas évident de démêler le pourquoi, du comment et tous les détails. Alors que le plus important quand même reste ce que tu disais Vincent sur... trouver le lien pour créer de la performance entre les différents gestes. Ce qui sont deux choses différentes. Alors Vincent Legrand, pendant qu'on discutait avec l'organisatrice tout à l'heure, je lui disais mais ça serait quand même chouette sur une table ronde d'avoir une maquette de bâtiment ou de maison. Je me balade, je vois votre stand et là, bingo, je vois une maquette. Alors est-ce que le fait de voir ce qui ne se voit pas, est-ce que le fait de donner à voir ce qui est caché, est-ce que ça peut attirer l'attention et donner plus d'intérêt ? En fait, ce sont des maquettes qu'on a conçues pour les poseurs au départ, qui sont assez récentes, parce qu'en fait, prioritairement, on a commencé à travailler avec les chefs d'entreprise et chefs de chantier. Donc sur le chantier directement. L'idée des maquettes, c'est que ça vous permet, en un coup d'œil, de voir plein de situations différentes et de directement voir où sont les points clés que potentiellement, dans le chantier d'avant, vous n'avez pas traités. Et donc l'enjeu, c'est de tester avec des gestes assez simples des nouveaux produits qui sont impératifs pour atteindre la performance. Je pense à la membrane d'étanchéité à l'air, par exemple, et tout ce qui va avec. Je pense à la ventilation double flux. Enfin, ce sont des techniques qui ne sont pas forcément utilisées partout en France et qui nécessitent, pour que les artisans soient rassurés, ça vaut le coup qu'ils puissent pratiquer sur ce type de maquettes. Donc je vous invite à aller voir effectivement les maquettes. On les utilise sur 1 à 2 journées de formation en fonction des typologies. Si on travaille avec plutôt la partie plaquiste ou plutôt la partie ventiliste, on n'aura pas les mêmes pratiques sur ces maquettes. J'insiste sur le fait que c'est un couplage entre une dynamique de formation sur chantier et une dynamique de formation sur plateau. Et je voudrais juste dézoomer un tout petit peu par rapport à ce qu'on a dit là, et notamment par rapport à cette logique Renodays. Ce qu'il faut imaginer, c'est que, pour dire autrement les 43 étapes dont tu parlais, l'enjeu de la rénovation performante, c'est un enjeu écosystémique, c'est un enjeu de système. Il faut cocher plusieurs cases en même temps pour que la rénovation performante puisse émerger. L'accompagnement du ménage, le montage financier
Et l'offre qui tient la route, c'est au moins 3 éléments qu'il faut arriver à cocher, à mettre en place pour que la rénovation performante, elle puisse émerger. Et donc l'enjeu, typiquement de Rénoday, c'est que les uns parlent avec les autres. Quand vous avez un accompagnateur qui dit autre chose que l'artisan ou les artisans... Mais ça sème de la confusion encore plus et ça ne donne pas envie d'y aller. Alors une question pour tous les trois. Ce programme Oreno, opérateur ensemblier de la rénovation, lancé pour 2030 a priori. C'est bien ou pas, Guillaume Loiseau? C'est bien, c'est pas bien? C'est évidemment très bien que ça existe. En fait, ce programme, il a vocation, sans paraphraser les textes de l'appel à projet, mais à encourager les initiatives innovantes et à faire émerger des nouveaux modèles. Si les nouveaux modèles de financement existaient, on s'en serait aperçu, ça a été dit par la ministre elle-même ce matin. Donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Donc on a besoin d'innovation en termes d'ingénierie financière pour une raison très simple, c'est le sujet du reste à charge des ménages. Voilà. Ces chantiers de rénovation globale à 40 ou 80 000 euros, tout le monde ne peut pas les payer, et ça, on peut le comprendre. Et donc, comment on crée des modèles innovants sur ce financement du reste à charge? Donc, par un soutien des pouvoirs publics, encourager, stimuler, aller chercher des approches complètement nouvelles, encourager l'assemblage avec des attelages d'acteurs nouveaux qui assemblent leurs compétences et cette logique de consortium. Avec fonds privés et fonds publics. Voilà, moi je suis comme vous, je ne sais pas ce qui ressortira de l'appel à projet, je trouve très bien que ça existe. Voilà, et donc comme on trouve très bien que ça existe, on a décidé d'y participer chez Elio. Bertrand Allard, qu'est-ce que vous en pensez de ce programme Oreno? Je crois qu'il y a beaucoup d'ambition là dans la coordination, comme tu viens de le dire. Et il me semble qu'il y a un sujet qui est assez intéressant, qui est la garantie de performance qui est associée à ça, en fait. Parce que finalement, pour recréer de la confiance, et je crois que l'objectif de se dire ces travaux peuvent apporter une garantie de performance. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais je trouve que la notion de pouvoir garantir quelque chose, notamment quand des particuliers engagent 80 000 euros, je crois que c'est une super bonne idée. Donc moi, ça me paraît bien. Et je ne vais pas dénoter parce qu'on va y répondre aussi de notre côté, on est très intéressés. En fait, on est intéressé surtout dans la logique de simplification vue du ménage. Parce que c'est quand même ça qui importe à la fin, c'est que le ménage il puisse plus facilement voir quels travaux faire, plus facilement accéder aux mécanismes financiers et plus facilement voir ce qui lui reste à payer après en facture de chauffage et en remboursement, s'il a un remboursement, ou en redevance, s'il a une redevance à payer. Et donc ça, Oreno doit permettre de faire ça. Alors, nous, on appelait ça, à une autre époque, il y a quelques années, le OUF, l'offre universelle de financement. Donc on peut renommer ça Oreno, je pense que ça va bien dans la continuité. C'est comment on simplifie les mécanismes pour que le ménage s'y retrouve. Voilà, donc on soutient à 200%. Alors, question aussi pour vous trois, ce chantier extrêmement ambitieux, on avait déjà un secteur d'activité qui était un peu en tension sur le recrutement, la formation. Là, il faut recruter encore plus de gens pour faire de la rénovation. L'offre de formation professionnelle pour préparer à tous ces métiers, est-ce qu'elle est en train de se structurer? Est-ce qu'il faut mettre un coup de boost là-dessus pour avoir très vite des gens formés rapidement pour atteindre les objectifs? Guillaume Loiseau. La formation. Je pense que ce dont on a besoin, et il y a des initiatives qui portent ce sujet, c'est déjà de communication positive. Pour la meilleure façon en fait de créer des nouveaux emplois avec des nouvelles personnes, c'est déjà de donner envie à des gens de rejoindre ces métiers et nos métiers du bâtiment, et notamment ceux de la rénovation énergétique. Donc ça, il y a beaucoup à faire, tant dans l'éducation nationale, les circuits classiques, que l'ensemble des autres circuits, et puis dans toute la société d'une manière générale. Après, l'offre, en fait, là aussi, ce qui est exigeant dans ce sujet de rénovation énergétique, et en même temps tout aussi passionnant quand on a la chance d'y participer, c'est qu'il faut changer d'échelle sur tous les sujets. Il y a des facteurs 10 à peu près sur tous les thèmes. Sur la formation, en voici un exemple. On ne peut pas raisonnablement dire qu'on va faire x10 en faisant tout comme d'habitude. C'est pas raisonnable. Voilà, donc il faut démultiplier toutes les initiatives. Il y a des nouveaux formats, des nouvelles écoles très innovantes qui sont d'ailleurs ici. Il y a des initiatives d'écoles dans tous les métiers, dans la distribution, dans l'industrie, dans les CFA. Nous, Elio, on a créé Elio Academy, qui est d'ailleurs ici aussi. Donc tout le monde essaye de pousser ce sujet-là. Et franchement, on ne sera pas assez nombreux pour y arriver. Donc plus il y aura d'initiatives, à la fois au niveau des pouvoirs publics et des acteurs de la sphère privée,
pour faire avancer Oui, ce ça sujet. converge dans le même sens en fait. Oui, en fait, il n'y en a pas assez d'ailleurs d'initiatives. Voilà, chacun essaye de pousser ce sujet en essayant de bien le faire, mais on a besoin de plus. Alors vous, Bertrand Allard, vous avez avec Point P un ancrage territorial. Vous êtes dans tous les territoires de la France sur le terrain. La formation professionnelle, c'est un enjeu, c'est important. Qu'est-ce qui manque pour aller plus vite? De quoi vous avez besoin? En fait, je crois que ce qui manque à tous, là, on l'a dit, c'est des personnes. En fait, ce qu'on fait chez Point P, là, je dirais qu'il y a deux choses. Je ne vais pas parler de la formation un peu continue, donc des professionnels. On en organise beaucoup, effectivement, dans les agences. Ça, c'est pour faciliter plutôt de la formation technique. On a un peu parlé de ça tout à l'heure. Je peux vous faire un petit retour d'expérience sur ce qu'on a fait en créant l'école des bâtisseurs chez Point P, où là, l'objectif, c'était d'aller un petit peu en amont, là, et on pensait venir bien combler quelque chose, ou aider en tout cas les CFA. On a des partenariats avec des CFA progressivement dans toute la France, là, dans une dizaine de villes. Et donc nous, il y a deux choses qu'on sait faire chez Point P quand même. L'une qui est de recruter, on est 11 000, donc nos équipes savent bien recruter. Non. Ça, c'est bien. Et l'autre chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 300 000 clients, donc on a l'habitude d'avoir des relations clients. Et on voulait utiliser ces deux savoir-faire pour aider les CFA. Bon, conclusion et retour d'expérience, quand même dur, c'est vraiment dur en fait. Qu'est-ce qui se passe en amont, le recrutement? Qu'est-ce qui coince? Recruter des jeunes pour les amener, alors je ne sais pas s'il y a des acteurs là, de la formation, mais franchement, dans les CFA, je pense que c'est extraordinaire tout ce qu'ils font. Il y a beaucoup de moyens, ça vous le savez sans doute tous. En revanche, je suis hyper étonné des difficultés de recrutement, le nombre de candidats. On a ouvert des classes avec, ça se compte sur les doigts d'une main, le nombre de candidats avec lesquels on a donc une année de cours. Et donc là, on a un sujet majeur collectif qui rejoint ce que tu disais, Guillaume, sur il faut communiquer pour appel d'air de candidats. Donc nous, on est sur des CFA maçons et on a créé 70 heures de rénovation énergétique autour pour contribuer à une formation plus pointue sur ce sujet. Et la deuxième chose... Donc encore faut-il qu'il y ait des élèves dans le CFA. Alors, on a besoin d'arriver à attirer encore davantage. Alors nous, on met des moyens supplémentaires pour aider les CFA avec tout un tas de techniques classiques sur les réseaux sociaux et autres, mais c'est dur, hyper dur. On a un taux aussi de, comment on pourrait dire, d'échec, c'est-à-dire que parfois on démarre à 12, on finit à 7. C'est quand même un peu décevant. Et cette question-là, on ne va pas obliger les jeunes à se former au métier du bâtiment. Mais c'est le truc de Guillaume, c'est les campagnes de la FFB et autres. Et puis, c'est pas que pour recruter finalement, parce que de l'autre côté, ce qu'on a constaté, alors là, moi, je suis hyper surpris. J'en parlais avec justement des entrepreneurs vendredi matin encore. Il y a un espèce de truc bizarre sur à la fois des besoins de recrutement, et en réalité, une forme de lassitude de prendre des apprentis, parce qu'en fait, ce que je viens de vous dire sur les on démarre à 12, on finit à 7, quand ça se passe dans nos classes avec les CFA, on est évidemment dégoûté, mais quand ça se passe dans l'entreprise, et donc il y a un truc très paradoxal de... il y a des besoins très forts dans les entreprises et en même temps, j'en entendais vendredi dernier qui me disait ouais, bon, nous on en a assez parce que finalement, c'est pas toujours très fiable. Mais est-ce que c'est pas toujours ce côté où on investit du temps, des ressources intellectuelles, financières pour former un jeune qui de toute façon a comme vocation de partir? Est-ce que c'est ça qui peut être difficile? Avant la fin du contrat en fait. Oui, mais je suis d'accord. Il y a les deux. D'accord. Donc, moi, je crois que besoin de candidats et donc là après, il y a cet enjeu de formation qui est quand même, je trouve, bien pris par les CFA. Là, hein. Moi, je suis assez admiratif. Et donc, on veut y pousser, on pousse le maximum avec l'école des bâtisseurs chez Point P. Et il y a d'autres initiatives dans d'autres enseignes là, du groupe. Par exemple, 19 degrés chez CDO pour la partie génie climatique. Alors, comment est-ce qu'on peut les attirer? On ne va pas les forcer. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le regard des jeunes sur le métier qui pose problème. Et c'est peut-être aussi l'accueil dans le métier qui n'est pas conforme à ce que les jeunes attendent. Donc il va falloir qu'on s'adapte, c'est un gros sujet. Alors, changer le regard, ça se fait déjà au niveau global. Comme on est entre nous, je glisse cette petite remarque. En fait, au niveau national, le pilotage de la formation au bâtiment au niveau national, pour moi, il tombe politiquement dans un no man's land entre un ministère de la Transition, un ministère de la Formation, un ministère de l'Éducation nationale. Et du coup, qui porte en fait? Moi, je ne sais pas. Et le ministère du Travail, évidemment. Donc, qui porte en fait? Il n'y a pas vraiment de porteurs identifiés, mandatés, qui travaillent sur une feuille de route. Mais au niveau de la puissance publique, c'est pas très clair et c'est pas très identifié. Et pour autant, si on regarde, si on lit autrement la rénovation performante, une rénovation performante, je vous ai cité 80 000 € tout à l'heure.
Ce qu'on sait faire aujourd'hui, avec un peu de travail sur les mécanismes financiers, c'est passer de, en gros, une facture de 250 € par mois à une facture de 30 € par mois. Une rénovation performante, c'est ça, en fait, au niveau chauffage, on arrive à faire ça. Du coup, ça vous libère de la capacité d'endettement du ménage qui peut contracter un emprunt. Pour faire d'autres choses. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ou alors pour payer les travaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu d'importer du gaz et du fioul, vous investissez dans des artisans locaux pour faire les travaux de rénovation. Et en fait, la politique de rénovation énergétique, de la rénovation performante, c'est ça. Il faut qu'on arrive au niveau national, au niveau politique, à le porter dans ce sens, et que les jeunes en fait se disent, mais en fait, quand je rénove une maison, je sauve le climat, je sors de la préca, et que ça se soit identifié nationalement. Je m'étais posé la question si justement ce côté environnement, climatique, écologique, est-ce que ça n'allait pas attirer plus de jeunes? Parce que du coup, ça donne un peu, entre guillemets, du sens. Peut-être où il y en avait peut-être un peu moins avant. Il y a une dame qui crie très fort, mais c'est pas grave, on va continuer. Alors, vous accompagnez des particuliers et vous accompagnez aussi des entreprises sur ces travaux de rénovation. C'est quoi la différence? Est-ce que les entreprises sont un peu plus au fait des aides dont elles peuvent bénéficier? Est-ce que les ménages ou les particuliers ont des fausses croyances, des fausses idées? Comment vous articulez les conseils que vous délivrez auprès des particuliers et auprès des entreprises pour leurs travaux de rénovation? Alors nous, on l'articule en fait avec deux équipes dédiées et deux approches en fait dédiées et quelque part spécialisées dans la façon de faire les choses. On a longtemps essayé de faire un peu les deux à la fois, parfois avec les mêmes équipes, etc. Notre retour d'expérience, mais ce n'est que le nôtre, c'est qu'on ne l'a jamais réellement bien fait et à fond. Donc la décision qu'on a prise il y a quelques mois, c'est d'avoir des équipes de terrain en charge de l'accompagnement des pros sur leur chantier, certes de Réno Global, mais aussi des autres rénovations, qui sont des véritables experts de la connaissance des besoins d'un pro. Donc là, je parle des besoins d'un chef d'entreprise et de ses équipes. Et on les accompagne sur l'obtention de toutes les formes de financement, que ce soit MaPrimeRénov' ou les certificats d'économie d'énergie sur tous les types de travaux. Donc là, on est vraiment sur des équipes spécialisées, experts en financement de travaux. Et on essaye de beaucoup mieux faire ça, et si on arrive à très bien faire ça, ça sera déjà pas mal. De quoi on parle? C'est un peu plus d'une trentaine de personnes en fait, qui font que ça, et on trouve que c'est déjà pas assez, mais en tout cas elles sont spécialisées sur ce métier-là. Sur les particuliers, on a plusieurs cas de figure. On a des particuliers en fait qui cherchent aussi à obtenir des aides, et ils n'ont pas forcément besoin du reste parce qu'ils connaissent un artisan, ils ont déjà un devis engagé, ils ont déjà un fournisseur de matériaux ou d'équipements. Donc ils ont fait 50% quasiment de la démarche donc quand en fait, ils nous sollicitent sur le financement de leurs travaux, donc on n'intervient que sur cette partie. Donc là, on les conseille, on les accompagne dans leur dossier, et puis quelque part, on leur garantit un petit peu l'obtention des primes puisqu'on gère le dossier de bout en bout. Et puis on a des particuliers qui font appel à nous aussi pour la première phase qui est l'audit, et aussi pour trouver des entreprises, voire sur un projet de travaux complet. Voilà, donc tous les cas de figure existent, et donc nous on a décidé de spécialiser les deux équipes, tant sur les équipes de terrain. Une équipe sur les particuliers exclusivement. Absolument. Et l'autre sur les pros. Les particuliers, alors il y avait la directrice générale de l'ANAC qui disait, mais il faut quand même se rendre compte que c'est quand même compliqué, ça prend aussi du temps parce qu'il faut que monsieur et madame tout le monde s'approprient un sujet où, pour avoir de l'aide publique et de l'argent public, il est un peu normal quand même de fournir un peu des justificatifs. Elle dit, c'est pas comme commander une pizza ou un truc comme ça. Et en même temps, est-ce que c'est pas un casse-tête qui décourage? C'est-à-dire, on a envie de rendre ça sexy et attractif, la rénovation énergétique. Dire que c'est pour nos enfants, pour mieux vivre, pour mieux respirer, pour mieux vivre. Et en même temps, ça donne pas trop envie avec toute cette complexité. C'est moi qui l'ai dit, c'est pas vous. Ça dépend. Non, mais oui. Non, mais je pense qu'il faut trouver peut-être un angle d'attaque. Souvent, nous, ce qu'on a essayé de faire comme vulgarisation, au fond, vous pouvez regarder sur le site .p, je fais un peu de pub, mais pour les particuliers, l'angle qu'on a choisi, c'est de dire on part des dépenses d'énergie, voilà, tout simplement. Mais on parle donc, à leur portefeuille. Là, le prix de l'énergie a augmenté, donc les gens... Pour donner envie en quelque sorte, je crois que tu parlais de ça tout à l'heure, tu sais, voilà, bon, je trouve ça assez logique, c'est une manière de l'aborder, parce que sinon, rénovation énergétique, c'est un peu conceptuel d'ailleurs, et au fond, je ne suis pas sûr que ça parle toujours. Donc là, dans la manière dont on veut parler aux particuliers sur le site, on dit justement, c'est où partent mes dépenses. Donc on incite les particuliers à estimer
Ce qu'ils peuvent gagner, oui, c'est un dérivé d'ailleurs de notre outil Caprénov. Donc en fait, Bertrand, quand on dit performance énergétique de ton bâtiment, par contre, tu vas économiser 250 € par mois sur ta facture, là, on vous écoute. Ah bah alors nous, on a vu la différence de trafic sur le site, notamment il y a un an, quand il y a eu une hausse de l'énergie comme ça. Bon, ça c'est pour... Je dirais que c'est pour attirer. Ce qui est toujours difficile au fond dans les différentes initiatives qu'on peut avoir, c'est attirer, on y arrive. On a aussi une autre façon, c'est d'attirer des particuliers. C'est un site qui s'appelle la Maison Saint-Gobain où on propose aux particuliers une mise en relation avec des pros. Nous, on est toujours dans l'idée de retomber sur le pro. Pour autant, ce qui est difficile, c'est la concrétisation de tout ça. C'est-à-dire que les particuliers démarrent. On a vraiment des gros volumes de leads, comme on dit, de projets en rénovation énergétique. La difficulté, c'est la concrétisation. Bon, voilà, donc ça passe par ensuite les aides, effectivement. Et là, le bas blesse un peu, il y a une forme de complexité quand même. C'est pas assez, les aides? Ou alors c'est trop complexe et il faudrait essayer de simplifier le parcours? C'est trop complexe. Vincent Legrand. Il y a un enjeu de simplification aux yeux du ménage, ça c'est certain. On est plutôt dans une dynamique intéressante ces dernières années, donc on va voir ce qui se passe pour l'année prochaine, parce qu'il y a quelques annonces qui ont commencé à être... Oui, on sent que ça bouge quand même, ça va peut-être pas assez vite, mais... On va voir ce que ça donne. Moi, je voudrais revenir simplement sur les points d'accompagnement du ménage ou d'accompagnement des artisans. Quand on accompagne des artisans, quand on les mobilise déjà au démarrage, c'est sur les questions techniques et les questions financières, évidemment, c'est le business, mais c'est aussi le sens de travailler en collectif, la rigueur dans le travail, la reconnaissance de la qualité. Ça, c'est des choses qui motivent les artisans à venir travailler en groupement. Et donc, on les accompagne sur ces sujets-là, concrètement. Et côté ménage, là, on est sur l'économie d'énergie, ça c'est certain, mais on est aussi, en fonction des classes de ménage et des réceptivités, sur une qualité d'air intérieur qui est largement améliorée. Donc la santé? La santé, le confort aussi. Ouais. Ça c'est fondamental. Le confort d'été, le confort d'hiver. Le bruit, en fait, quand vous rénovez performant, vous isolez, vous mettez du double ou triple vitrage. Ah oui, il y a une nuisance sonore. Vous effondrez, c'est la première nuisance environnementale citée par les Français. Donc c'est aussi ces éléments-là, la valeur patrimoniale. Donc vous avez en fait une batterie. La fameuse valeur verte dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Donc vous avez une batterie en fait d'arguments. Et donc quand vous les accompagnez sur le choix des travaux et sur aller chercher les mécanismes financiers. Ça c'est la partie aride, on va dire. Et la partie positive, c'est de leur montrer l'intérêt de ces approches. Alors moi j'ai une question sur les fraudes à la rénovation énergétique. Elles augmentent. Alors on a vu dans la presse des reportages, etc. Bon évidemment, les journalistes, leur job c'est de montrer là où ça marche pas. Hein, ça fait partie de l'aventure. Voilà. Quand tout se passe bien, il n'y a rien à raconter. Donc il y a des fraudes, mais en fait en gros c'est chaque fois qu'il y a des primes de l'État sur un sujet ou un autre, il y a des délinquants qui s'engouffrent dans la brèche. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ce détournement des aides publiques, pour l'installation des pompes à chaleur, par exemple? Qui veut prendre cette question? Je veux bien juste répondre sur une chose. Mais ce qui est dommage, c'est que finalement, cette histoire de fraude, vous avez raison, on en parle beaucoup, ça fait l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure, de donner une espèce de vision positive de ce qu'on peut faire grâce au secteur du bâtiment pour améliorer finalement... ce que vous voulez dire, c'est comme un tuto de comment détourner l'argent public pour faire des trucs. Mais surtout, c'est hyper contre-productif. C'est-à-dire que malheureusement, on en parle beaucoup. Et au lieu de donner une image de ça va changer l'avenir de la société, ça casse complètement la notion de rénovation. Oui, ça donne une image que ça ne marche pas, c'est détourner de l'argent public. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai l'impression que globalement, quand on est dans un système incitatif, c'est un peu le revers de la médaille quand même. Donc on peut contrôler et autres, mais je sens aussi vaguement que ce qu'on peut faire, qui paraît assez élémentaire, c'est de passer de l'incitatif au coercitif, c'est-à-dire à rendre obligatoire un certain nombre de travaux de rénovation énergétique. Est-ce que vous pensez qu'être un peu plus coercitif et ça peut marcher pour limiter les fraudes? De toute façon, c'est ce qu'on a déjà, c'est ce qui a déjà été lancé. C'est la seule solution qui a été trouvée, à défaut qu'elle soit un peu dure et pas innovante, mais en tout cas, elle fonctionne. Il y a déjà un certain nombre en fait, de typologies de chantier qui donnent lieu à un contrôle sur site obligatoire.
il y a de plus en plus, il y a une montée en fait des exigences qui est planifiée, qui a été annoncée, qui est dans les textes. Et la ministre ou Madame Mancret-Taylor, je ne sais plus laquelle des deux a mentionné ce matin le fait qu'une partie des chantiers, donc sur le pilier performance, serait avec 100% de contrôle. Donc ces contrôles, sincèrement, là aussi, il faut être extrêmement simple. C'est comme si vous disiez. Est-ce une bonne solution de mettre une police de la route pour diminuer l'alcoolémie ? Beaucoup de choses ont été essayées. Il s'avère que ça agit un peu sur le sujet. Et pardon pour cette analogie qui est peut-être pas très heureuse, mais c'est pour simplifier le sujet la même chose. Donc, vous ne pensez pas que c'est autant le retrait des points et le côté répressif que les campagnes d'information un peu gentilles Oui, mais là, on n'est pas que dans la campagne d'information, parce que concrètement, un dossier qui est contrôlé sur chantier, qui n'est pas conforme aux standards du bureau de contrôle sur la partie travaux ou même celui de l'audit plus en amont, c'est un dossier qui est bloqué, c'est un financement qui est bloqué. Voilà. Donc c'est parfois très catastrophique pour le ménage qui subit cette fraude en quelque sorte, mais c'est tout autant dommageable pour l'entreprise qui est peut-être plus à l'origine de la fraude parce qu'elle est frappée directement, comme on dit, au portefeuille. Donc c'est quand même quelque chose d'efficace et à très court terme, c'est peut-être pas fait suffisamment, mais en tout cas, à chaque fois que c'est fait dans les règles, ça fonctionne. Vincent Legrand, je ne peux pas ne pas vous faire répondre. Je vous ai senti dodeliner les épaules. Je pense que vous avez un truc à nous dire. Non, mais simplement, quand vous concevez un mécanisme financier, que vous l'appelez rénovation, coup de pouce rénovation globale, et qu'en fait il génère des pompes à chaleur massivement et que vous ne le modifiez pas, alors que tout le monde signale que ça fait ça, c'est qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un problème de conception à la base d'un certain nombre de mécanismes. Ça, c'est le premier point. Il y a des mécanismes qui n'ont pas été faits pour ce pourquoi ils ont été étiquetés. Il faut quand même dire les choses. Il y a un deuxième point qui est que les contrôles, ce qu'on appelle aujourd'hui les contrôles, c'est principalement des contrôles administratifs. Il y a énormément de contrôles administratifs de tous les côtés. En fait, sur la bonne exécution des travaux de rénovation ? Non, sur la lecture des factures. Sur la fiabilité des entreprises qui se proposent de les faire ? Les mètres carrés qui sont écrits sur les devis, est-ce qu'ils sont pareils que sur les audits, etc. En fait, qu'est-ce qu'on veut ? On veut que les travaux réalisés sur le terrain ils soient bons, ils soient performants. Donc contrôlons les travaux sur le terrain. Alors j'entends qu'on va contrôler, et ça, bon, entendu, on va contrôler les travaux de rénovation performante qui vont être mis en place de façon systématique. Moi, je rêve que d'abord, on contrôle le reste, parce qu'aujourd'hui, j'ai jamais vu de contrôle sur les pompes à chaleur ou les choses comme ça, ou les monogestes. Ah oui, d'accord. Okay. Il y a un problème en fait de positionnement du contrôle. Il y a un problème de positionnement du contrôle. Il faut le mettre sur le terrain et qu'on arrive à mesurer la performance et d'abord à accompagner les entreprises et ensuite on sera coercitif pour les entreprises qui ne font pas bien volontairement. Il y a des entreprises qui sont de bonne volonté et il faut un temps d'apprentissage. Il faut arriver à accompagner les entreprises dans le temps en leur laissant des chantiers pour monter en puissance, et ensuite on sera coercitif pour les mauvais, les mauvaises foi, les entreprises de mauvaise foi. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est pas ça du tout. Et le gros enjeu, c'est d'arrêter de faire, sous prétexte de rénovation énergétique, des choses qui sont non contrôlées en pompe à chaleur, en changement de fenêtre, et qui franchement aboutissent à rien en termes d'économie d'énergie. Oui, c'est beaucoup d'argent public, c'est beaucoup un vrai problème. De chantiers, ça résout pas tellement la question. On a quelques minutes pour prendre vos questions ou vos remarques sur ce sujet de l'offre et des offres. C'est l'heure de l'apéro. Pas fastoche. En tout cas, vous êtes courageux d'être restés jusqu'à la fin avec nous. Merci à tous les quatre. C'est la fin de cette dernière table ronde de la première journée des Reno Days. Mais non, pas à tous les quatre. Merci à tous les trois. Vincent Legrand, président de Doremi, Guillaume Loiseau, directeur général Habitat résidentiel individuel chez Elio, et Bertrand Allard, directeur marketing chez Point P. Merci à toutes et à tous de votre attention et on se retrouve ici demain matin. Et sur le stand d'Aurélie, parce qu'il y a un apéro si vous le souhaitez pour voir les maquettes.